Bonjour Internet, aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 des jeux de rôle médiéval fantastiques qui ne sont pas Donjons Dragons. Parce que oui, Donjons Dragons bien sûr est un des jeux de rôle médiéval fantastiques les plus connus au monde. Mais il arrive parfois qu'on est juste tanné, épuisé, un peu déçu par les propositions mécaniques ou thématiques de D&D. Alors aujourd'hui, je me suis dit que je pouvais vous proposer 10 jeux qui sont des alternatives à Donjons et Dragons. Juste avant, j'aimerais ça t'inviter, Internet, à t'abonner à la chaîne parce qu'on arrive tellement proche d'une frontière très importante, symbolique. C'est les 10 000 abonnés qu'on touche presque sur la chaîne Jeux de rôle. Ça vaut la peine, fait que hésite pas, abonne-toi, puis tu le regretteras pas. Alors maintenant, sans plus tarder, en 10e place, on a Shadow Dark. C'est un super bon jeu qui est paru très récemment et qui va être aussi édité en français au fil de la prochaine année. Fait que si ça vous intéresse, si vous voulez une version épurée, ultra simple et un petit peu méchante de Donjons Dragons 5e édition, il faut s'y intéresser. Shadow Dark, oui, bien sûr, ça s'inspire beaucoup de Donjons Dragons 5e édition. Donc vous avez les 6 habiletés classiques, vous roulez un D20, vous ajoutez vos bonus et vous essayez d'atteindre certains degrés de difficulté. Classe d'armure, point de vie, tout est là. Fait qu'on retrouve quand même notre bon vieux D&D, mais en tellement plus simple. Tu sais, moi j'ai parlé souvent que quand je joue à Donjons Dragons avec des enfants, je retire plusieurs règles que je trouve trop complexes pour rien. Puis vous êtes plusieurs à me demander, mais c'est quoi les règles que t'enlèves? Shadow Dark! Lisez Shadow Dark parce que Shadow Dark a juste gardé l'essentiel. Des 20 points de vie, t'as pas besoin d'autre chose. Mais il y a aussi des idées géniales qui font que Shadow Dark est un jeu à part. C'est aussi peut-être les idées les plus déroutantes pour un maître de jeu qui arrive de la 5e édition. On est toujours en initiative dans Shadow Dark. L'idée, c'est que toutes les règles de Shadow Dark mettent une pression sur les joueurs pour faire avancer l'histoire puis l'exploration du donjon. Ça met le spotlight sur un joueur. C'est ton tour, qu'est-ce que tu fais? J'avance, je regarde en pièce. Ok, c'est ton tour, qu'est-ce que tu fais? Je vais le rejoindre puis je vais lancer une petite roche dans la pièce pour voir s'il y a des pièges. C'est la formule parfaite pour pousser les joueurs à toujours être sur le devant de l'action. La lumière aussi, c'est super important dans Shadow Dark. Vous devez toujours savoir c'est quoi la source d'éclairage. Parce que les torches dans Shadow Dark durent 60 minutes en temps réel. Donc vous partez un chronomètre et à ce moment-là, vous savez que la torche va finir par s'éteindre dans 60 minutes. Puis on l'oublie le chronomètre, là. Il est peut-être derrière l'écran du maître de jeu. Donc en plein milieu d'un combat, ça se peut que la torche s'éteigne et que tout le monde se retrouve dans le noir. Et ce qui est génial, c'est que personne n'a vision dans le noir dans Shadow Dark. Seuls les monstres peuvent voir dans l'obscurité. Bref, Shadow Dark, c'est plein de bonnes idées. Ça peut être un peu déstabilisant, puis oui, c'est assez proche de la 5e édition, mais si vous voulez juste une version un petit peu plus simple, avec des idées vieille école, le mariage parfait du rétro et du nouveau, Shadow Dark, c'est très bien fait. En 9e place, on a un classique des alternatives à Donjons Dragons, et c'est Pathfinder 2e édition. C'est vraiment devenu un monstre mythique du jeu de rôle moderne. Fait que Pathfinder 2, c'est pour les gens qui cherchent un défi tactique corsé. Fait que si vous voulez jouer à Donjons Dragons, mais vous trouvez que la 5e édition vous donne trop peu d'options, Pathfinder 2 va vous envahir, vous assommer, vous inonder d'options pour vos personnages, pour vos monstres, pour vos dons, pour vos sorts. Puis ce que j'aime de Pathfinder aussi, c'est que ça s'adresse vraiment à des gens qui ont envie d'une simulation tactique. Tu as envie d'avoir tes petites miniatures ou ta table virtuelle avec tes pions, puis que le défi soit de taille. Le gros avantage de Pathfinder 2e édition, c'est que c'est un jeu qui est beaucoup plus équilibré que Donjons Dragons. Toutes les classes ont vraiment, des aptitudes qui se complémentent, puis il n'y en a pas une qui est vraiment plus forte qu'une autre. Le magicien ne pourra pas mettre fin à la rencontre en utilisant seulement un sort qui va paralyser le monstre, par exemple.
où le paladin ne pourra pas mettre fin à la rencontre en faisant un critique explosif qui va faire voler votre boss en miettes. Les mathématiques du jeu font que c'est vraiment très dur d'avancer. Il faut vraiment travailler en équipe, profiter des forces et des faiblesses de chacun pour espérer survivre à chaque rencontre. Chaque monstre peut être le dernier. Ce qui est vraiment chouette dans Pathfinder au niveau tactique, c'est que vous avez 3 actions à chaque tour. Et comme dans un jeu de société, ces 3 actions-là, vous pouvez les investir comme vous voulez. Vous pourriez bouger 3 fois, bouger 2 fois, attaquer 1 fois. Vous pourriez pas bouger puis attaquer 3 fois, avec des malus, bien sûr. C'est un jeu dans lequel, pour être capable de progresser avec les monstres qui sont du niveau où vous êtes rendu, vous n'avez pas beaucoup de place pour niaiser. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est vraiment un jeu qui s'adresse à un public qui est peut-être un petit peu plus sérieux puis qui cherche le défi tactique plutôt que l'histoire un peu chaotique où tout est possible puis où toutes les options sont valides. Toutes les options sont valides dans Pathfinder, mais si tu passes 2 tours à essayer de libérer une licorne plutôt qu'à nous aider à faire du dégât sur le boss, on est pas mal tous morts. Ça dépend tellement de votre style, mais c'est clair que si vous cherchez un jeu pour construire un personnage, lire des options de création de personnages, des dons, des objets magiques qui se combinent de façon incroyable, Pathfinder, c'est vraiment l'option pour vous. 8e place. Je suis partagé parce que je le trouve un petit peu simple pour mes goûts. Puis un petit peu proche de Donjon Dragon, mais je sais que c'est une option qui plaît tellement à un vaste public. Et surtout, c'est une option francophone, disponible, abordable. Le livre de base est genre 30 €, fait que c'est vraiment pas si cher que ça. Vous pouvez avoir le PDF gratuitement. C'est Chroniques oubliées, la 2e édition. Alors, Chroniques oubliées, c'est un jeu qui partage beaucoup de l'ADN de la 5e édition. Mais on sent qu'ils ont pris les choses qu'ils aimaient de la 5e édition de Donjon Dragon et qu'ils ont modifié les choses qu'ils aimaient pas. Dans Chroniques oubliées, vous avez une voie. Ça représente un petit peu le chemin que votre personnage va parcourir. Est-ce que vous choisissez d'être un maître à l'épée, par exemple? Ou est-ce que vous choisissez d'être un maître de la magie? Et ça, c'est vraiment chouette parce que vous choisissez un peu le chemin sur lequel votre destin va aller. C'est vraiment très cool. J'aime beaucoup qu'ils ont mis de côté complètement la magie ventienne. Fait que tu sais, dans Donjon Dragon, il y a des emplacements de sorts. Puis pour les nouveaux joueurs, c'est souvent très déroutant. Même Pathfinder utilise encore les emplacements de sorts. Puis on se sent un peu des fois limité dans ce qu'on peut faire. Mais là, dans Chroniques oubliées, ce sont des points de mana. Donc, vous avez votre magie, vous avez vos points de mana, et vous pouvez lancer votre magie tant et aussi longtemps qu'il vous reste des points pour les lancer. Il y a beaucoup de choses à aimer dans Chroniques oubliées. La création de personnages est incroyablement facile. Vous placez vos bonus dans vos différentes caractéristiques. Il y a 7 caractéristiques dans Chroniques oubliées. Donc, ils ont séparé la sagesse en volonté et perception. Et vous n'avez pas de compétences. Fait que ça, c'est le plus beau, là. Il y a juste 7 bonus sur ta feuille et c'est tout. Tu roules ta force si tu veux sauter par-dessus quelque chose ou escalader quelque chose. Après ça, oui, il est peut-être un petit peu simple. Mais si vous voulez commencer le jeu de rôle, puis que l'idée d'acheter les 3 gros manuels de Donjon Dragon à genre 150$, c'est trop pour vous, ben, comme je disais, Chroniques oubliées, le PDF, il est gratuit puis disponible en français, contrairement à plusieurs des options que je vais vous présenter aujourd'hui. Fait que ne serait-ce que pour ça, je pense que ça vaut la peine si vous cherchez une option abordable, accessible. En 7e place, on retourne aux sources avec le grand-papa du fantastique, qui n'a pas rêvé d'incarner les héros de la communauté de l'anneau et de partir en quête, en voyage sur la terre du milieu. C'est le jeu de rôle de l'anneau unique. One Ring. Ce que j'aime là-dedans, c'est, oui, non seulement l'univers, on le connaît tous, on a tous des référents clairs, on sait c'est quoi, pourquoi on va se battre à l'intérieur de ce monde fantastique-là. C'est vraiment le bien contre le mal. Au-delà de ça, le système est vraiment bien fait et il met de l'avant vraiment le voyage.
comment un petit groupe va affronter le monde extérieur. Passer de ville en ville, traverser des régions sauvages, des ruines mystérieuses, des défis qui ne sont pas que des combats. Ce que j'aime vraiment de One Ring, c'est qu'on repense la façon de voir l'alignement moral de votre personnage. C'est pas comme, t'es pas loyal bon dans One Ring. T'es juste un personnage qui tente de faire le bien du mieux qu'il peut, de se débrouiller dans ce monde-là, mais qui est parfois confronté à des choix difficiles. Et il y a toute la notion aussi de corruption dans One Ring, où parfois vos personnages vont être tentés par le mal. Puis je trouve que ça raconte des histoires qui sont tellement fortes. On racontera pas juste comment on a exploré des ruines puis on a tué un dragon. On va raconter comment on a traversé une portion du monde, qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous, à quel point on a été capable de résister à la tentation pour vraiment s'associer aux valeurs qui sont importantes pour nous. Puis c'est vraiment beau les histoires que ça raconte. Mais oui, j'aime beaucoup ce que Free League a fait aussi avec la nouvelle version de l'anneau unique. Les illustrations sont tellement inspirantes, les cartes, les personnages, ça donne le goût d'explorer ce monde-là. En 6e place, je pense sincèrement que ça, c'est le sweet spot. Si vous aimez Donjon Dragon, vous voulez pas trop vous en éloigner, vous aimez les combats tactiques, l'exploration, je vous suggérerais d'essayer Dragonbane. C'est un peu la version suédoise de Donjon Dragon. On va combattre des monstres, on va combattre des orques, des gobelins, des fantômes, des spectres, des morts-vivants, tout ça c'est là. Fait qu'on est vraiment dans un langage commun. J'aurais aucun mal à adapter à peu près toutes les aventures vieille école de Donjon Dragon dans Dragonbane. Et la seule différence, c'est que dans Dragonbane, plutôt que de vouloir rouler haut, on veut rouler bas sur notre dé à 20 faces. Ce que j'ai beaucoup aimé de Dragonbane, ce sont les monstres, surtout. Le monstre, premièrement, va toujours faire une action aléatoire à chacun de ses tours. Donc même le maître du jeu est pas sûr de ce que son dragon va faire. Si vous pitchez un dragon, il se mord les doigts puis il regarde avec autant d'excitation la scène que vous. Il roule un dé, il y a une petite table aléatoire avec les différentes attaques de ce monstre-là. Alors, il y a des attaques qui sont pas nécessairement meurtrières, ça se peut qu'ils rugissent et que là, chaque joueur doit faire un jet de volonté pour ne pas fuir. Ça se peut qu'il crache des flammes et chaque joueur doit faire un jet pour se mettre à l'abri. Ça se peut qu'il saute et qu'il attaque tous les personnages adjacents à sa case. Ça se peut qu'il fasse qui est le plus loin, je vais faire une attaque contre cette personne-là. Fait que ça, c'est ultra excitant parce que comme maître de jeu, chaque monstre est une boîte à surprise mortelle pour ton groupe. Puis c'est le fun parce que dans Donjon Dragon, des fois, on se sent vraiment comme dans un duel tactique où il faut faire la meilleure décision, comme si on jouait aux échecs contre nos joueurs. Puis si on fait une trop bonne décision, on a l'impression qu'on est un peu méchant, mais si on fait une décision sous-optimale juste pour les laisser vivre, ben on a l'impression que le jeu perd un peu de son enjeu. Dans Dragonbane, tout est remis entre les mains des dés, même ce que le monstre va faire. C'est tellement génial. Les monstres sont pleins de saveurs, pleins de surprises. Fait que quand tu combats un monstre pour la deuxième fois, puis t'es comme « Ah non, on a déjà combattu un spectre. On sait c'est quoi qui peut arriver. » Il y a plein d'affaires absolument géniales dans Dragonbane. Les pouvoirs, il n'y en a aucun qui sont game-breaking, mais ils sont vraiment très dodus. Des dodus pouvoirs, là, tu sais. Puis tu sais, je veux dire, il y a des classes. Moi, j'avais joué un marchand. C'était ça ma classe. J'étais un marchand et mon pouvoir, c'était de flairer l'or et les trésors. Je savais dans quelle direction il y avait le plus d'or. Comme un instinct de où se trouve le gain. Chaque classe a un genre de pouvoir comme ça qui est vraiment sharp. Les combats sont rapides, ils roulent bien, tu as des bonnes décisions tactiques. Tu peux toujours décider de rouler pour essayer d'éviter une attaque en sacrifiant ton action du tour. C'est vraiment très bien, j'ai adoré. Dragonbane, c'est un de mes jeux préférés. Hey, on est vraiment dans un rush de suédois ici, je crois, mes amis, parce qu'en 5e place, on a Mörkborg. C'est un jeu très métal. Très simple, d'inspiration vieille école, où on va jouer des... Je sais même pas comment les décrire. Des paumés pendant la fin du monde. Moi, ce que j'aime de Mörkborg, c'est qu'on reconnaît tous les codes de Donjon Dragon, des monstres, de l'aventure, des donjons, mais tout
prend une coche un petit peu métal, un peu plus pointue, un peu plus rouillée. Tout est couvert d'une fine bruine de sang. Ce que j'aime surtout de Morkborg, c'est que ça se lance en 5 secondes. C'est vraiment le genre de jeu que je sors quand il y a des gens qui veulent jouer à Donjon Dragon, mais on n'a pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de place de préparation non plus. Des fois, je me dis, là, on pourrait jouer ce soir, mais j'ai pas rien de préparé. Morkborg, ça se roule tout seul. Les héros de Morkborg ont très très peu de points de vie. Vous avez pour la plupart du temps, genre, un des 4 points de vie. Fait que c'est très possible que votre premier aventurier ait 1 point de vie et 1 habilité. Les classes sont vraiment métal aussi. Vous êtes peut-être un déserteur avec des dents de métal, un vieil ermite avec des champignons hallucinogènes, ou un roublard qui est capable de se cacher dans de la boîte. Les habiletés des personnages aussi sont assez chouettes, tout est simple. Mais ce que j'aime aussi de Morkborg, c'est que moi, ça arrive souvent là, que dans un Borg, mon personnage meurt en dedans d'1 heure. Je rentre dans une salle avec ma scie à chaîne, j'essaie d'attaquer quelqu'un, je rate, je me fais tirer dans la tête. C'est pas grave! Un personnage se fait en 5 secondes. Et il vous recommande fortement de tout rouler au hasard. Et c'est tellement le fun, il y a plein de sites internet où vous pouvez générer des personnages en un clic. Fait que je pourrais avoir 3-4 personnages qui meurent dans la soirée puis je serais content. Fait que oui, c'est très très métal et il y a plein d'alternatives. Hein. Si vous voulez jouer dans du cyberpunk, du pirate avec Pirateborg, si vous voulez jouer des Schtroumpfborg, il y a beaucoup d'options pour ceux qui veulent jouer avec ce petit système-là. C'est tellement simple, toutes les règles se résument en 1 page. Ça, c'est le genre de jeu, tu mets ça dans les mains du joueur, tu fais « On y va! On y va! » 4e place. Ça a été dur pour moi parce que je me demandais si ce jeu-là pouvait vraiment être considéré un jeu de rôle médiéval fantastique, mais je pense que oui, quand même. Il s'agit de Blades in the Dark, un des jeux de rôle les plus brillants publiés dans les dernières années. On sent l'influence de ce jeu-là dans des milliers d'autres jeux. Fait que c'est vraiment pour ceux qui aiment ça, Donjon Dragon, quand la session de jeu, c'est des cambriolages, des mauvais coups où on planifie de dérober un objet magique à un magicien puissant, une infiltration dans une base d'ennemis, tous ces mauvais coups-là que Donjon Dragon a beaucoup de mal à rendre avec ses mécaniques. Blades in the Dark, c'est ça, uniquement le focus de l'activité. Moi, ça m'a beaucoup fait penser en fait au film de Donjon Dragon. Je sais pas si vous avez vu le film récemment, mais c'est l'immense plan qui conclut le 3e acte du film, où on voit nos héros faire un plan vraiment méticuleux pour être capable, grâce à un objet magique, de remplacer un objet qu'ils cherchent à obtenir à l'intérieur d'une voûte pour pouvoir s'y infiltrer. Et là, il y a plein de trucs qui tournent mal. Ben c'est ça, Blades in the Dark. Le système est super simple. L'idée, c'est qu'on va lancer des D6. Donc, selon des compétences, on lance un certain nombre de D6 et on va garder uniquement le plus haut résultat sur les dés. Si c'est un 6, c'est un succès, ton action fonctionne. 4 ou 5, c'est un succès, mais il y a une petite conséquence. Et 1, 2, 3, ça fonctionne pas comme prévu, mais c'est pas grave, l'histoire continue d'avancer, c'est juste plus compliqué. Tu peux toujours prendre du stress, non seulement pour te donner plus de dés, avoir plus de chances d'avancer, d'obtenir un succès, mais tu peux aussi prendre du stress pour faire un flashback. Fait que toute la grosse préparation compliquée là, du vol de « Ok, ben attends, non, je vais parler à ce gars-là, puis lui, je vais voir si je peux avoir un contact. » On fait tout ça pendant le vol. Avec Blades in the Dark, on fonce rapidement dans l'action. Alors toutes les espèces de planification de « Ah, mais j'ai payé quelqu'un pour nous ouvrir une fenêtre », on le découvre pendant l'aventure. Puis si t'as une idée en faisant « J'aurais-tu pu parler à ce garde-là, moi, pour genre le soudoyer la veille ou quelque chose? » Tu peux dépenser du stress pour modifier l'histoire et on voit le flashback où t'as effectivement soudoyé le garde. Et là, on va rouler là pour voir si ça a marché ou pas ton affaire. C'est tellement un bon jeu de campagne. C'est un des meilleurs jeux de campagne sur cette liste-là parce que vous avez une fiche de personnages qui représente votre groupe. Votre party! Tu sais, on n'a jamais ça dans Donjon Dragon et pourtant, tu veux suivre la progression de la réputation de ton groupe
Est-ce que vous êtes recherché par les autorités? Est-ce que vous avez un hideout? Donc un repère secret? Est-ce que vous avez du matériel plus sophistiqué parce que vous avez justement investi dans votre groupe? Fait que tout ça, ça fait que c'est tellement le fun de voir un groupe de malfrats évoluer, de voir l'équipe changer aussi, hein, parce que des fois quand tu accumules trop de traumas, t'as pas le choix de prendre ta retraite. Fait que de voir des nouveaux brigands intégrer le groupe, c'est génial. J'adore Blades in the Dark, un des meilleurs jeux qui existent. En troisième place, c'est un jeu très sauté, inspiré du mouvement OSR. Donc ça, justement, si ça vous intéresse, j'ai un top 10 des meilleurs jeux OSR. Mais à mon avis, c'est celui qui remplace le mieux Donjon Dragon. Pour ceux qui aiment Donjon Dragon et la 5e édition, je vous suggère d'aller jeter un œil à Dungeon Crawl Classics. Chaque classe de personnages s'articule autour d'un défi un peu absurde. Si vous jouez un guerrier, par exemple, vous allez avoir un dé qui vous permet de faire des manœuvres de combat. C'est un dé de prouesse martiale. Et avant chaque attaque, vous allez décrire votre prouesse martiale. Puis là, c'est quoi la prouesse martiale? C'est ce que tu veux, man! Ouvre ton imaginaire! Tout est possible! Puis moi, c'est ce que j'aime dans Donjon Dragon, c'est inventer des maudites niaiseries. Puis DTC, c'est juste ça du début à la fin. Ou genre, hey, je peux-tu essayer ma prouesse martiale pour péter le laser qui nous attaque? Je peux-tu essayer d'y enlever son arme? Je peux-tu essayer de le pousser dans le feu? Tout est possible! Et ça, c'est juste le guerrier. Il y a plein d'autres classes de personnages avec d'autres twists un peu bizarres. C'est comme si on jouait dans Donjon Dragon, mais dans un monde bizarro. Où tout est plus weird, plus drôle. Et le prêtre, quand tu fais appel à ta magie divine, si tu roules un 1, ben, ton dieu est fâché contre toi et maintenant il va falloir que tu roules sur une table pour voir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour regagner ta magie divine. Est-ce qu'il va falloir que tu rampes devant tes amis pendant la prochaine journée? Est-ce qu'il va falloir que tu parles de ton dieu à chaque heure d'ici le prochain lever du soleil? Les sorts aussi, j'aime tellement comment la magie fonctionne dans Dungeon Crawl Classics. C'est un système d'évin très similaire à Donjon Dragon. Mais quand tu lances un sort, tu lances un jet de magie. Et selon la qualité de ton résultat, ton sort va être plus fort ou moins fort. Fait que si tu lances, mettons, pétrification, si tu obtiens 25, parce que tu as obtenu un 20 naturel, mettons, ben tu vas pétrifier peut-être tout ce qu'il y a dans la pièce. Tout le monde va devenir une statue de pierre. Puis si tu es un magicien de fou et tu obtiens 30, peut-être que tu vas pétrifier le royaume au complet. Traditionnellement, on commence une campagne de DCC avec des personnages niveau 0. Donc un fromager, un fermier de radis, un chasseur, un apprenti magicien. Donc c'est des gens qui ont 1 ou 2 points de vie. Tu fais 4 personnages et tu les envoies dans un meat grinder, donc dans un donjon mortel. Et tout le monde meurt. C'est sûr que tu reçois 2 dégâts puis t'es mort. T'sais. Et ce qui est le fun, c'est que tous les survivants de cette aventure-là vont gagner un niveau de personnage. C'est vraiment foufou, j'adore DCC. Je vais vous mettre en description quelques aventures qu'on a fait pour vous inspirer puis vous donner un peu l'idée de ce que c'est. Un jeu un peu mortel, un peu niaiseux, rigolo, mais qui, justement, là, contrairement à Pathfinder, ici, on est vraiment dans le plaisir du chaos. En deuxième place, Heart. Heart the City Beneath, c'est un jeu dans lequel on va incarner des aventuriers maudits qui doivent, pour une raison ou pour une autre, s'aventurer dans un donjon constamment en changement. C'est vraiment un méga donjon inexplicable, rempli d'une matière organique magique qui est en train de transformer la terre sur laquelle on vit. Fait que c'est vraiment comme d'être envoyé au milieu d'une zone alien extraterrestre où rien ne fait de sens. Ce qui est génial dans Heart, c'est que ton personnage est beaucoup basé sur pourquoi tu t'en vas dans ce donjon-là. On se pose rarement cette question-là, hein, mais de pourquoi on part à l'aventure. Ben dans Heart, ton personnage, tout est basé là-dessus. Ta progression de personnage même va dépendre de la raison pour laquelle tu descends dans ce donjon maudit-là. Tu as des super pouvoirs de classe qui vont être débloqués à chaque fois que tu accomplis un objectif
en fonction du but de pourquoi tu descends dans le donjon. Fait que le jeu te pousse en direction de l'histoire, en direction de ton arc de personnage. C'est tellement bon! C'est un jeu où t'as presque rien à faire pour raconter une histoire tragique d'un personnage perdu. C'est vraiment une métaphore, hein? C'est une métaphore de la vie, de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on cherche, comment je peux me sortir de cette situation-là, puis inévitablement, la dernière pierre à l'histoire de vos personnages, c'est leur mort, tu sais. Parce qu'au final, il y a très peu de gens qui ressortent du jeu Art avec un personnage en vie. À chaque fois qu'on prend du stress, on gagne des Fallout qui sont comme des pouvoirs négatifs. Tu vas peut-être à un certain moment avoir oublié complètement ce que tu as fait pendant les derniers jours. Puis les autres joueurs vont écrire ce que tu as fait sans que tu sois au courant. Et ils vont le donner au maître du jeu, puis le maître du jeu va faire comme « Ok, je viens d'apprendre ce que tu as fait dans les derniers jours, mais toi, tu n'as aucune idée. » Certains Fallout peuvent être des side quests. Tu vas devenir obsédé par certaines personnes, certains lieux. Il y a une mécanique de delve qui est super cool aussi. C'est plutôt que de combattre un monstre, tu vas combattre un lieu. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes compétences, tes armes, tes ressources pour être capable de traverser un lieu? Une rivière maudite, une falaise remplie de spectres, un parc d'attractions rempli de souvenirs maléfiques. Tellement plein de bonnes idées, le livre est rempli de lieux étranges à explorer, de monstres incompréhensibles à rencontrer. Si ça vous dit, on a en ce moment une campagne sur notre page YouTube, fait que vous avez juste à aller voir. C'était drôle, c'était plein d'action, c'était étonnamment touchant. Karian a tellement fait un personnage deep qui collectionnait des larmes d'enfant pour payer la dette qu'elle avait envers son dieu, pour essayer de récupérer l'âme de sa fille décédée. C'était comme genre... Ah! Et pour finir, mon meilleur jeu médiéval fantastique. Encore une fois, un super jeu pour créer des personnages, raconter une histoire. Il s'agit de Forbidden Lands. C'est un jeu d'inspiration très vieille école. L'idée, c'est qu'on veut suivre des personnages dans une exploration d'un monde qui vient de se réveiller après un cataclysme de plusieurs siècles. La Terre au complet était recouverte d'une immense brume magique qui dévorait quiconque osait s'aventurer au cœur du brouillard. Et là, depuis quelque temps, le brouillard s'est affaissé. Et les gens, pour la première fois depuis des siècles, prennent le risque de sortir de leur hameau pour redécouvrir ce monde qui a été abandonné, rempli de ruines, de monstres et de trésors. C'est tellement un bon jeu! On se concentre beaucoup ici sur l'exploration, donc il y a beaucoup de mécaniques qui tournent autour du X-Crawl. Explorer les terres de Ravenlands, où est-ce qu'on va, X après X, avancer, trouver de la nourriture, trouver un endroit pour camper, éviter les intempéries, essayer de se cacher quand des monstres sont dans le coin, parce que le combat est brutal dans Forbidden Lands. Le système fonctionne avec des D6. Vous avez différentes compétences où vous avez un paquet de D6. Et quand vous lancez, vous faites votre pool avec plein de D6 et vous cherchez à obtenir des 6. Puis ce qui est dur, c'est si tu n'obtiens aucun 6, tu peux décider de relancer tout le pool que tu viens de lancer. Mais attention, si après avoir mis le paquet, comme ils disent, push, après avoir poussé le lancer, s'il y a des 1 visibles sur tes dés, ben tu vas subir des dégâts. Ça représente un peu l'épuisement, tu t'es dépassé, t'as comme tellement mis le paquet que t'as peut-être brisé une partie de ton arme, t'as peut-être foulé la cheville, t'as peut-être disloqué l'épaule, peut-être juste que t'es épuisé, essoufflé. C'est tellement cool parce que c'est vraiment un jeu qui repose sur les ressources. Gérer ta bouffe, gérer ton eau, gérer justement ton épuisement dans l'aventure. C'est tellement bien fait et c'est tellement simple. J'adore. Et ma mécanique préférée, qui est la plus inspirante de ce jeu-là, c'est que tu as un dé 12. Oui, un dé à 12 faces que tu peux lancer avec ton pool de dés si tes valeurs profondes sont mises à l'épreuve. Par exemple, si ta valeur profonde, c'est « je ne laisse jamais un innocent se faire maltraiter », ben, tu pourras ajouter ton dé 12 pour faire un jet d'attaque contre des orques qui sont en train de s'en prendre à un villageois sans défense. Et ce dé 12-là, ben, il y a pas mal plus de chances que tu obtiennes un 6 ou plus. Mais, attention, si tu utilises ton dé de personnage
et que tu n'obtiens aucun succès, ben à ce moment-là, tu as une crise existentielle. C'est comme si ton personnage se remettait en question, et pendant toute une session, tu peux plus avoir accès à ce D12-là, et après ça, il va falloir que tu trouves une nouvelle valeur centrale à ton personnage. Puis ça, c'est génial, parce que ça te pousse à l'utiliser, parce que c'est tellement une ressource puissante, mais en même temps, ça met toujours en jeu qui tu es. Tu te remets en question, puis c'est le genre de jeu où le monde se remet en question. Puis t'es comme, hey, est-ce que cette valeur-là était si importante pour moi finalement? Parce que là, j'ai échoué, le paysan a été tué, puis peut-être que je réalise que c'est naïf d'essayer de protéger les innocents dans un monde où je peux rien faire. Les gens vont mourir, j'ai pas le choix. C'est tellement bon, ça écrit tellement une histoire avec une petite mécanique simple. Tout repose pas sur le combat. Il faut que tu trouves des alliés, il faut que tu parles aux gens. Fait que oui, j'ai vraiment aimé ce système-là. Je trouve qu'il est vraiment très très bien fait. Les personnages sont très versatiles aussi. Tu te sens vraiment comme un aventurier qui doit travailler fort pour survivre. Mais en même temps, le jeu, il te laisse pas tomber facilement. C'est pas un jeu mortel à la OSR où tu meurs au premier combat. Faut que tu penses, faut pas que tu te pitches dans le vide, tête baissée, sans réfléchir. Mais après ça, si tu fais les bonnes choses, il y a des bien bonnes chances qu'on raconte une histoire épique. C'est ce qu'on veut, non? Raconter des histoires épiques avec nos amis. C'est pour ça que je vous ai proposé ces 10 jeux-là. Moi, je suis curieux, c'est quoi votre jeu médiéval fantastique préféré qui n'est pas Donjon Dragon? Fait que voilà Internet, j'espère que je vous ai donné quelques options pour varier un peu. Parce que le monde est vaste et il y en a plein des jeux de rôle. Alors oui, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre de peut-être tester autre chose cette année! Puis n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec les gens qui passent sur la chaîne. Fait que merci encore à tout le monde d'être là et je vous souhaite une bonne année 2025!